Dans cette vidéo, on va parler de plans jugés scandaleux qui ont engendré d'énormes polémiques et qui pour la plupart ont marqué l'histoire du cinéma. Et oui, je ne vais pas parler de scènes spécifiques ou de films en entier, mais bel et bien d'un seul plan à chaque fois. Ça c'est un plan, et ça c'en est un autre. Le but c'est de voir pourquoi et comment un seul plan peut choquer et changer la perception du film dans son entièreté. Cela peut être pour son existence en elle-même, donc d'avoir fait le choix de montrer et surtout de mettre en scène telle ou telle chose, mais ça peut être aussi la manière dont il est fait, le cadrage, la réalisation quoi. Bref, à chaque fois je vais vous montrer le plan en vous indiquant le titre du film et s'il y a du spoil ou pas. Bon, entre nous, la plupart du temps oui, mais le film ne vaut pas vraiment la peine. Et dans tous les cas, cette vidéo est chapitrée, donc vous pouvez skip si jamais vous n'avez pas envie d'être spoilé. Et ensuite j'expliquerai pourquoi il y a eu polémique et je donnerai mon avis sur le sujet. Et je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la conclusion que j'ai écrite, je trouve, donne vraiment plus de sens à celle-ci. Allez, c'est parti, on commence avec le premier plan. Alors là vous êtes en train de vous dire mais il se fout de notre gueule ou quoi là? C'est pas du tout ça que je voulais voir en cliquant sur cette vidéo. Ça choque plus personne de voir ça maintenant. Eh bien vous avez raison, mais il fallait bien que je cale un scandale sexuel lié aux mœurs d'une époque et surtout à sa population. C'est le type de scandale le plus répandu encore aujourd'hui. Le plan que vous venez de voir, c'est tout simplement le premier baiser de l'histoire du cinéma. Il a été réalisé à la demande d'Edison, qui est l'un des grands pionniers du cinéma. Je vais vous faire sa biographie ici. Je pense que vous en avez au moins déjà entendu parler. Et son but c'était de provoquer délibérément pour que les gens se bousculent pour aller voir le film, surtout pour faire face à la concurrence des frères Lumière à son époque qui mettait à mal son business. Ce qui a choqué, c'est le baiser en lui-même, bien sûr, jugé dégradant et antigénique. Alors oui, c'est pas du tout la même époque qu'aujourd'hui, mais en plus de l'acte, on a jugé le plan d'être obscène car il était filmé de trop près. Pour l'époque, c'était quasiment de la pornographie. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les acteurs avaient la quarantaine et à cet âge si avancé, c'était un véritable scandale de s'adonner à de telles pratiques. Et justement, le scandale a été colossal, surtout dans ce qui concerne les Américains les plus puritains, à savoir les grandes instances religieuses. Une en particulier a commencé à imposer aux réalisateurs un code moral à respecter. Il s'agissait d'une ébauche du fameux code ACE qui entrera en vigueur bien plus tard et qui imposera une certaine bienséance dans le fond comme dans la forme des films pendant plus de 30 ans. C'est vrai que ça peut prêter à sourire aujourd'hui, mais je pense qu'il fallait bien que ça arrive, c'était inévitable qu'on passe par là. Bon allez, on change totalement de registre avec un autre plan qui provient aussi d'un très vieux film, mais qui reste quand même très choquant encore aujourd'hui. Même pour moi, c'est vraiment dégueulasse, c'est le genre d'image qui fait plisser les yeux, je vous aurais averti. Il s'agit, sauf erreur de ma part, du tout premier plan gore de l'histoire du cinéma. Et je précise bien du plan, et non pas du film. Parce que justement, le cinéma gore est apparu bien plus tard, à cause notamment du code ACE. Et oui, tout est lié dans cette vidéo, c'est complètement fou. Ce plan est gore pour deux raisons. La première est évidente, c'est qu'il montre un organe, un œil, comme vous avez pu le voir, se faire transpercer, ce qui laisse écouler un liquide organique. Et ça, c'est grosso modo la définition du gore. Mais quand on parle d'un plan venant d'un film, il y a aussi la question de comment on filme ça. Et bien, en ce qui concerne le cinéma gore, les codes du genre visent à isoler l'organe en question, donc en faisant un gros plan, pour que le regard du spectateur ne puisse pas y échapper, que l'effet de répulsion soit instantané. Si vous voulez, on est en quelque sorte obligé de détourner le regard ou de fermer les yeux si on veut y échapper. Faut imaginer les gens qui découvrent ça à l'époque. Je veux dire, en quelque sorte, aujourd'hui, on est inondé d'images gore, d'images violentes, que ce soit au cinéma et même parfois ailleurs. Donc on est en quelque sorte habitué à partir d'un certain âge, mais en 1929, la plupart des gens n'avaient jamais vu ça. Le réalisateur Luis Buñuel a eu un procès et le film a failli être détruit. Heureusement, ça s'est bien fini, ça n'a pas été le cas, et ça aurait été vraiment dommage parce que je trouve que le film c'est quand même une expérience assez unique et assez intéressante. Et oui, il y a bien une raison qui d'ailleurs est assez connue, qui fait que le plan est toujours aussi choquant aujourd'hui, c'est que l'effet spécial est très bien fait, parce qu'en fait, il n'y en a pas, c'est un vrai œil de vache. Alors oui, l'animal était déjà mort, mais c'est vrai que ça reste discutable. Et je pense que si le film était sorti de nos jours, c'est pour cette raison-là que ça aurait fait polémique. Maintenant, vous commencez à comprendre que ce qui fait scandale à chaque fois, c'est autant ce qui est montré que comment c'est montré. Et pour le cas suivant, c'est uniquement le second aspect qui a engendré l'un des plus célèbres scandales de l'histoire du cinéma. En 1961, le critique français Jacques Rivette a écrit dans les cahiers du cinéma « Voyez cependant dans Capot le plan où Emmanuel Riva se suicide,
en se jetant sur les barbelés électrifiés. L'homme qui décide à ce moment-là de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d'inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n'a droit qu'au plus profond mépris. C'est de là que la polémique est partie, de ce travelling qui se rapproche de la protagoniste qui vient de décéder pour la recadrer en plan plus rapproché. L'histoire se déroule dans un camp de concentration. On a alors accusé le réalisateur d'être dans une sorte d'esthétisation inappropriée des camps de la mort, dans une forme de regard voyeuriste et par conséquent d'être dans la complaisance. Ce cas est assez ambigu et j'avoue que moi j'ai vu le film il y a un bout de temps et que mon avis reste encore assez mitigé. On pourrait se dire que le réalisateur a voulu représenter les camps de la mort à travers une fiction larmoyante et romancée. Et d'ailleurs ce n'est pas le seul à avoir fait ça, loin de là. La liste est longue. Mais personnellement, j'avais entendu une autre interprétation venant de la personne qui m'avait fait découvrir le film, et je la trouve quand même assez plausible. En effet, si on considère qu'il faut faire attention à chaque travelling dans ce genre de film, car on pourrait y laisser paraître un symbolisme inapproprié comme dans Capot, on peut y voir d'autres symboles interpréter ce travelling différemment, ce qui ne le rendrait pas problématique en soi. Emmanuelle Riva ne peut pas s'échapper du camp autrement que par la mort, et elle se suicide pour cette raison. La caméra est en dehors du camp lorsqu'elle est morte, puis se rapproche de son corps pour mettre en avant les barbelés électrifiés qui ont été sa prison et sont désormais son tombeau. Sa mort n'est pas une libération mais une fatalité. Je vous ai exposé différentes interprétations et j'avoue que je me situe un petit peu entre les deux. En tout cas, c'est un bon exemple pour évoquer ce qui est certainement la seconde source de scandale dans les films, après les scandales sexuels, c'est-à-dire la manière de parler de l'Holocauste. Et en ce qui concerne le sexe, il y a des scandales qui sont liés aux mœurs comme on a pu le voir, mais il y a aussi ceux qui sont liés à la manière de représenter un acte non consenti. Je pense que beaucoup d'entre vous voient déjà de quel film on va parler. Mais tu vas fermer ta... Je t'ai pas touché. Ferme ta gueule. Alors on va passer rapidement sur ce cas parce que je n'ai pas vu le film. Les films de Gaspard Noé abordent des sujets très difficiles et ce de manière très crue. C'est du cinéma extrême français mais ce n'est pas vraiment des films d'horreur. Personnellement je ne fais que repousser le visionnage de ces films parce que ça m'a l'air quand même très éprouvant et je pense que j'aurais du mal à me faire un véritable avis d'un point de vue moral sur ses œuvres. Bon, ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer le monsieur dans la vraie vie. En gros, je l'ai vu à une séance spéciale où il venait présenter un film qui n'était pas de lui, et je pense du coup que tous les vrais fans de Gaspard Noé l'auraient tué pour être à ma place. Enfin bref, revenons à ce plan que j'ai vu quand même, enfin pas en entier parce qu'il n'y a aucun intérêt vraiment à le regarder séparément du film. C'est tout simplement le plan séquence le plus long jamais fait montrant un qui est donc en temps réel. Il s'agit de l'un des scandales encore une fois les plus importants du cinéma, mais cette fois-ci il s'est déclenché lors de la projection au Festival de Cannes. Les anecdotes de gens qui ont quitté la salle en plein film, ou même carrément ceux qui ont fait un malaise, ont fait le tour du monde. Votre action sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, je vais de cette manière-là. Qui vient de me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé. Viens voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois. Le problème ici, c'est que c'est montré et non suggéré, et que, comme je l'ai dit, c'est en fait du temps réel. Ce qui fait que l'expérience cinématographique d'une brutalité extrême reste gravée dans nos mémoires longtemps après avoir vu le film. Il est normal de détester cette expérience si on est sain d'esprit, et c'est pour ça que de nombreux spectateurs ont eu de très vives réactions après avoir vu le film. C'est presque instinctif, c'est comme si avec cette séquence, ils avaient été agressés eux-mêmes. Alors cette phrase est à prendre avec des pincettes, hein, vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Mais justement, si la volonté du réalisateur n'était pas d'être dans la complaisance d'un violeur, mais plutôt dans l'expérience audiovisuelle ultime se rapprochant au mieux du vrai. Encore une fois, je n'ai pas vu le film, mais au vu de son titre, Irréversible, et de son concept, c'est-à-dire d'être monté en partie à l'envers, ça renvoie à quelque chose que l'on ne peut pas changer, à une certaine forme de fatalité. Pour moi, ça serait ça la réelle volonté de Noé, non ? Représenter un acte qui, en tant que victime, change une personne à jamais, à travers un film, à travers un plan, qui irrite à tel point que l'on ne peut plus l'oublier. La façon dont il fait le film, de le raconter à l'envers comme il le fait, je trouve ça extrêmement brillant, intelligent. Là où le plan est correct d'un point de vue moral selon moi, c'est qu'on est suffisamment proche pour que ça soit éprouvant, mais pas trop pour ne pas tomber dans la complaisance d'un regard voyeuriste. Passons maintenant au dernier plan de cette vidéo qui renvoie aux polémiques liées à la représentation du genre dans un film. Angela, are you okay? God, she's a boy. On est dans un slasher plutôt sympathique qui se déroule dans une colonie de vacances. On ne voit jamais le visage du tueur, on ne voit même quasiment rien de lui. Le film ne cesse de multiplier les fausses pistes en ce qui concerne sa véritable identité. À la fin du film, on découvre que c'est Angela le tueur et qu'en plus de ça, elle a un pénis. Alors déjà, tout le long du film, on a affaire à une jeune fille toute timide et qui paraît très fragile. Et à la fin, on a ce putain de jumpscare.
Ce visage est absolument terrifiant avec sa respiration là, mais pour moi c'est ça qui est vraiment traumatisant. Dans le plan en question, on a un zoom arrière qui laisse voir du coup son pénis. Ce qui fait donc polémique, c'est qu'avec un double plot twist, on associe un monstre sanguinaire à une personne trans. Comme si le fait qu'elle ait une bite ajoute quelque chose de plus à l'horreur, un sursaut supplémentaire. C'est vrai que c'est assez ambigu, mais selon moi et pas mal d'autres gens, c'est pas vraiment ça la bonne interprétation. En effet, dans cette scène finale, juste avant d'avoir ce fameux plan, on apprend à travers un flashback qu'Angela était en réalité Peter, qui a été forcé à devenir une fille lorsqu'il a été recueilli par sa tante durant sa petite enfance. Le lien entre le passé et le présent me paraît assez évident. Angela n'est pas un monstre parce qu'elle est transgenre, mais la violence qu'elle a subie enfant, c'est-à-dire être forcée de changer de genre, l'a poussée à se venger sur absolument tout le monde. Ce n'est pas l'un des scandales les plus connus, mais je le trouve assez intéressant, surtout qu'il touche à un genre du slasher que j'apprécie particulièrement. Pour conclure, comme je l'ai déjà dit, ces plans font scandale pour deux principales raisons, qui sont intimement liées. La première est ce que l'on voit littéralement, ce qui est mis en scène. Et la seconde, c'est comment on le filme, comment on le montre. Ce qui lie tout ça, c'est la question du regard. Chaque film est un point de vue de un ou de plusieurs auteurs sur un sujet. C'est vrai que c'est moins évident d'un film à l'autre, mais c'est toujours plus ou moins le cas. Un film ne raconte jamais rien. En tant que spectateur actif, on essaye de comprendre ce qu'on regarde, de déchiffrer la vision du réalisateur. Et c'est là que ça coince, c'est là qu'il peut y avoir un malentendu entre ce qui veut être dit et ce qui est compris. C'est là que ça peut diviser entre l'auteur qui défend ce qu'il voulait faire et le public qui l'accuse d'avoir fait autre chose. Et bien sûr, le public en lui-même est divisé, on n'est pas tous d'accord. Forcément, avec des sujets très graves ou très sérieux, les polémiques sont plus importantes. Il ne faut surtout pas se tromper, faire quelque chose qui est jugé comme étant de mauvais goût lorsqu'on parle de la Shoah, de violence extrême ou d'identité de genre, comme on a pu le voir dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait réfléchir et surtout que ça vous a montré à quel point le cinéma peut être puissant. Juste un plan peut suffire à faire couler plusieurs litres d'encre et marquer l'histoire d'une certaine manière. N'hésitez pas à vous exprimer dans la bienveillance dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et aussi à proposer des plans pour potentiellement faire un autre épisode. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous rappeler quelque chose que je vous ai jamais dit dans les vidéos il me semble, alors que c'est un truc basique quand on est youtubeur, c'est d'activer la petite cloche quand on s'abonne à la chaîne. En fait, voilà, ça permet de notamment recevoir les notifications directement quand je publie une vidéo, et donc c'est mieux pour booster un petit peu mes vidéos à moi pour qu'elles soient plus mises en avant par YouTube. Et en même temps, vous, ça vous permet d'être au courant dès qu'elles sortent. C'est aussi une manière de me soutenir en quelque sorte que j'avais jamais pensé à vous dire sur la chaîne. Et sinon, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. C'est scandaleux. Inouï, je suis hors de moi. Eh oui, ça se voit.